Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui on va parler de stagflation, ça fait pas mal de temps que je vous en parle. La stagflation, c'est cette situation où on a une hausse de l'inflation et on a une stagnation de la situation économique. Et aujourd'hui, de plus en plus de banquiers centraux nous expliquent justement que l'inflation, elle est là, le danger, il est là, et qu'il va falloir effectivement rectifier le tir. La stagflation, on en a parlé dans les années 1970. Beaucoup parmi vous n'étaient pas encore là, mais dans les années 1970, on a une période où effectivement les prix du pétrole flambent, bizarre, ça ressemble à aujourd'hui. On a une situation où l'inflation flambe, bizarre, ça commence à ressembler à ce qui se passe aujourd'hui. On a une situation où le chômage augmente. Là, aujourd'hui, on est plus dans une situation où le chômage est très faible, bizarrement, mais il est très faible. Et puis, malgré tout, il y a quand même pas mal de points qui se rapprochent et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les liquidités sont excessives, les dettes publiques sont extrêmement élevées, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les années 1970. Donc on voit qu'il y a quand même des points communs, mais il y a des situations où, du moins, des points qui font que la situation actuelle est encore plus explosive que les années 1970. Donc, le risque de stagflation fait craindre le pire au marché financier. Pourquoi? Parce que ça voudra dire faible croissance économique et ça voudra dire également hausse des taux d'intérêt et donc inflation. Ici, j'ai envie de revenir sur ça, sur ce graphique. D'accord? Alors bien évidemment, ici, c'est un ancien contexte. Mais on a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, une période de forte croissance et la bourse également qui croît fortement. On passe de 200 à 1000. Donc la bourse multiplié par 5. Donc entre 1950 à 66, après la Deuxième Guerre mondiale, on peut se dire sur 20 ans. D'accord? Donc sur 20 ans, la bourse est multipliée par 5. Jusque-là, tout va bien. Et puis, regardez ce qui se passe. À partir de 1966, on voit que la bourse commence à stagner et que la reprise, elle se dessine à partir de 1982. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même moment, 81, 82, François Mitterrand arrive au pouvoir en France et explique qu'il va mettre en place des politiques de relance, qu'il va augmenter les salaires, etc. Alors que tous les autres pays de la planète ont fait l'inverse. Et la France se retrouve dans une situation assez compliquée. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais c'est à ce moment-là bien précis que la bourse entame son marché haussier. Pourquoi? Parce que justement ici, on est dans une phase où la croissance ralentit, d'accord, et où l'inflation augmente. Donc on a ralentissement de la croissance économique et augmentation de l'inflation. Dans les années 70, ça commence là, les années 70, on a deux chocs pétroliers. Donc, choc pétrolier, donc ça fait flamber les prix du pétrole. Et à un certain moment, les gouvernements sont incapables de faire face à cette hausse de l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'époque? C'est très simple. Ils vont augmenter les taux d'intérêt. Ils vont pratiquer ce que l'on appelle des politiques de rigueur, c'est-à-dire des politiques où les salaires n'augmentent pas, où on favorise l'offre, à savoir les entreprises, parce que dans les années 1970, les entreprises n'étaient pas en position de force. Les salariés manifestaient, on avait pas mal de syndicats, on avait pas mal de manifestations, etc. Donc les entreprises étaient véritablement en position de faiblesse. Et donc à partir de là, on a eu une situation où les salariés demandaient des hausses de salaire et ils exigeaient effectivement. Et les entreprises ne pouvaient pas leur dire non, parce que si elles leur disaient non, tout le monde était dans la rue, ou tout le monde manifestait, ou tout le monde arrêtait de travailler. Donc c'est une situation assez particulière. Donc dans les années 1980, on a eu ce que l'on appelle les politiques libérales. Politique de déréglementation, décloisonnement, désintermédiation. On a eu l'émergence des marchés financiers, etc., etc., etc. Et ça a donné lieu à un marché haussier historique. Mais encore une fois, pour nous, ce qui est intéressant ici, c'est ça. C'est cette période qui a démarré en 1966, qui s'est terminée en 1982, une période de 18 ans, durant laquelle le marché, regardez, ici, la bourse n'a rien fait. D'accord? Le marché a fait du surplace pendant quasiment 18 ans. Il a fallu attendre 82 pour pouvoir récupérer sa mise. Quelqu'un qui avait investi au sommet
de 1966 a dû attendre 18 ans, oui, 16 ans avant de récupérer sa mise. 10 plus 4, 14, plus 2, 16. On est d'accord. On ne sait jamais. Et c'est la situation actuelle. Est-ce qu'on est en train de revivre la même chose? Est-ce qu'on va se retrouver avec une situation où pendant 16 ans, ton argent, ce que tu vas investir, tu vas pas le récupérer? Je vais pas répondre à cette question aujourd'hui, bien évidemment, mais je vais quand même répondre à finalement le phénomène actuel. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas? Excusez-moi. Donc, Goldman Sachs réduit les prévisions de croissance aux États-Unis pour 2021 et 2022. D'accord? Donc, intéressant. Et les économistes de Goldman Sachs, ils disent, voilà, les dépenses de consommation, elles tardent à se reprendre parce que l'offre est incapable de suivre. Et pourquoi ils disent ça? Parce que justement, aujourd'hui, les ménages veulent acheter, mais ils ne peuvent pas acheter. Donc, on est bien d'accord que les ménages ont de l'argent, que les ménages veulent acheter, mais comme aujourd'hui, la Chine est en situation de difficulté, les chaînes d'approvisionnement mondiales également, ce qui se passe, c'est que même si tu veux acheter quelque chose, tu peux ne pas l'acheter. Parce que justement, il y a ce blocage au niveau de l'offre. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, comme la demande ne peut pas s'exercer, ça pèse sur la croissance parce que la demande favorise la croissance. Quand on a une hausse de la demande, on a également une hausse de la croissance. Donc, pour Goldman Sachs, le fait que la demande ne peut pas suivre fait que la croissance est revue à la baisse. Donc, ça, c'est leur raisonnement. Et pour eux, ils disent, nous prévoyons désormais une reprise plus tardive des dépenses de consommation. Les chiffres sont là, ils le prouvent. Regardez ici, ça c'est les années 80, d'accord, 88, donc ça, quand même, ça remonte à très longtemps. Et vous voyez qu'on revient sur les années 80, bizarre, alors que après, voilà, l'inflation a quand même diminué. Et là, on a un autre point important et intéressant, 2016. Donc ça, je vais le mettre en grand, comme ça vous allez bien voir le graphe. 2016, vous avez, alors, le taux de chômage, c'est en vert. L'inflation, c'est en blanc. D'accord? Donc l'inflation, on voit que, bon, voilà, ça reste quand même assez faible. Et puis là, regardez, ça commence à grimper. L'inflation explose. Mais, un autre point intéressant, le taux de chômage diminue fortement. Or, quand on a un taux de chômage qui est élevé, les salaires baissent. Pourquoi? Donc, j'écris en anglais, unemployment wages. Les salaires baissent. Pourquoi les salaires baissent? Parce que les entrepreneurs ou les employeurs sont en position de force. Le chômage est important. Mais quand le chômage diminue fortement et il devient même très faible, ce sont les salariés qui sont en position de force parce que ils ont plein de propositions d'emploi. Donc, vous voyez un peu l'impact sur l'inflation. C'est-à-dire que le taux de chômage diminue fortement. Donc, ça peut aggraver l'inflation. Et on a déjà une inflation qui est quand même historiquement élevée. On se retrouve effectivement avec des niveaux d'inflation inégalés depuis très longtemps. Donc, vous voyez un peu la situation actuelle qui est quand même assez intéressante et assez préoccupante sur le plan de l'inflation. On a de plus en plus de signes également que l'inflation, la récente inflation, ne va pas freiner. Il y a des tensions dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que par exemple les entreprises vont se faire, livrer de Chine et aujourd'hui c'est difficile. On a les prix du pétrole, des produits, les matières premières qui flambent et ça se répercute sur les coûts de production mais également sur la vente. On a le taux de chômage qui diminue et qui dit taux de chômage faible dit inflation parce que les salariés vont exercer une pression sur les salaires à la hausse et on a des pénuries de main-d'œuvre et bien évidemment la demande est importante parce qu'il y a plein d'argent. Vous voyez un peu les paramètres. Il y a plein d'argent qui est là. On a un chômage qui diminue. On a le pétrole qui explose. On a la chaîne de valeur et donc tout ça c'est explosif sur un plan bien évidemment inflation. Ça peut provoquer une poursuite de la hausse de l'inflation. Et en même temps, la croissance ralentit comme démontré par Goldman Sachs et ça pourrait conduire
à un environnement de type stagflationniste, à savoir stagnation de l'économie et forte inflation. Et la Fed, dans le procès-verbal de la réunion du 21 et 22 septembre, qui a été diffusé d'ailleurs ce mercredi, a révélé un consensus plus fort sur la réduction des 120 milliards de dollars d'achats mensuels de titres. C'est-à-dire qu'ils vont acheter moins de titres parce qu'ils sont préoccupés, bien évidemment, par l'inflation. Et une inflation plus élevée et une forte demande pourrait nécessiter un resserrement de la politique monétaire dès l'année prochaine, c'est-à-dire probablement une hausse des taux d'intérêt et du moins une baisse des rachats d'actions. Les banques centrales du monde entier sont déjà sur la défensive, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que le risque d'inflation est de plus en plus important. Beaucoup de banques centrales ont déjà commencé à remonter les taux d'intérêt. Elles ont resserré également les politiques monétaires et elles commencent à se retirer des mesures de relance qui avaient été mises en place l'année dernière avec beaucoup d'argent injecté dans l'économie. La Fed qui envisage bien évidemment de ralentir son programme d'achat d'actifs. On a déjà plusieurs banques centrales dans le monde entier qui ont commencé à relever leur taux d'intérêt. Norvège, Brésil, Mexique, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, etc. Donc, vous voyez, c'est déjà en cours. Et ça va peser sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'une hausse des taux d'intérêt entraîne normalement, en toute logique, une baisse des actions. Mais c'est pas forcément systématique, mais généralement, quand on a une hausse des taux d'intérêt, il y a un arbitrage, on vend ses actions et on achète des obligations. Alors, les banquiers centraux aujourd'hui sont un petit peu piégés. Est-ce qu'il faut lutter contre l'inflation? Parce qu'elle est quand même aujourd'hui de plus en plus présente. Est-ce qu'il faut continuer de soutenir la demande? Parce que, bien sûr, on a une situation économique assez particulière, mais on n'est pas encore sorti de la crise. Ouais, c'est compliqué et je vous promets une vidéo de fou sur l'inflation si vous me faites exploser la barre des likes parce que je pense que l'inflation, c'est l'un des concepts les plus importants d'aujourd'hui. Vous devez comprendre ce qui provoque l'inflation, pourquoi, etc. Donc, j'ai décidé de vous faire un super cours sur l'inflation. Explosez les likes, s'il vous plaît. Bon, je rigole. Et les experts de Goldman Sachs, et ça c'est assez marrant, c'est que, regardez ça, c'est le 11 octobre. Et JP Morgan et Goldman Sachs disent il faut acheter les points bas parce que l'inflation est transitoire. Alors c'est super marrant, pourquoi? Parce que juste avant, je vous avais dit, Goldman Sachs dit qu'il y a un danger, blablabli, blablabla. Donc ça c'est le 11 octobre. Non mais ils sont trop forts les mecs, ils sont trop forts. Le 11 octobre, ils nous disent ah là, il y a un danger, l'inflation, la croissance ralentit. Et là ils disent non, il faut changer, il faut acheter. Et donc David Kostin, qui est un expert chez Goldman Sachs, il nous explique que malgré l'incertitude à court terme, le marché des actions va continuer à se redresser parce que les investisseurs sont de plus en plus convaincus que le rythme actuel de l'inflation est transitoire. Ah bon? Quels investisseurs? Tu parles de qui? Parce que pour moi, il est toujours là. La Fed, la réserve fédérale américaine, elle te dit, ils sont inquiets par rapport à l'inflation. Alors bien évidemment, c'est transitoire. La Fed va le dire. Mais la Fed, c'est son job de dire que c'est transitoire. Mais qu'est-ce qui te fait dire, David Kostin, que c'est transitoire? Parce qu'il y a encore pas mal de choses auxquelles on n'a pas encore de réponse. JP Morgan va dans le même sens. Et aujourd'hui, le risque, il est toujours là, d'accord? Le risque, il est toujours là parce qu'il y a la Chine et je vais vous faire une vidéo de ouf sur la Chine, mais je dis de ouf, c'est de ouf. Idem, gros pouce bleu ou gris, parce que là, ils ont changé. Et puis, bien évidemment, mettez-moi du agir en commentaire. Goldman Sachs, ça ne m'étonne pas. Moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à Goldman Sachs et les autres, c'est que franchement, si vous êtes en bourse, voilà, il y a des lettres boursières, ça fait 10 ans qu'ils vous expliquent que c'est la fin du monde et ça fait 10 ans qu'ils ont un succès phénoménal. Ils sont invités chez BFM et compagnie. Pourquoi? Parce que les gens s'en fichent, les gens ont la mémoire courte. Et eux, ils savent très bien que le fait de te dire « attention, au loup », ça fait vendre. Un titre qui est banal, et ça c'est une remarque aux gens qui ne réfléchissent pas un peu. Si je mets un titre pourri, personne ne va cliquer sur la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me suis tapé cette vidéo, j'ai bossé pendant des heures, etc., pour que personne ne clique sur la vidéo. Quand tu mets un titre choc, eh bien, les gens, ils vont se dire « waouh ».
ah ouais, c'est intéressant. Peut-être que le mec, il venait pour vraiment un truc choc. Mais après, il va se dire, ah ouais, quand même, c'est plus profond. C'est pas le titre. Et ça, c'est la remarque que je fais aux gens parce que je vois des commentaires super sympas. J'espère que c'est pas toi qui regarde cette vidéo. Non, si tu es encore là, c'est pas toi. Mais il y a des gens, ils regardent même pas la vidéo et disent, ouais, mais ton titre, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. Je lui dis, est-ce que tu as regardé la vidéo? Parce que c'est pas ce que je dis dans la vidéo. Mais un titre est intéressant. Maintenant, moi, mon style, c'est pas de raconter à mes étudiants des conneries, c'est pas de leur dire ouais attention et depuis 10 ans de dire c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Non, mon style c'est de leur dire voilà il y a une stratégie, voilà ce qu'il faut faire et on s'en fiche de ce que disent les gourous. Ça a été mon style depuis 10 ans, d'accord, et je vous mets au défi de me prouver le contraire. Depuis 10 ans, je répète la même chose. Maintenant, tu vas avoir des experts qui vont te dire un truc aujourd'hui et le lendemain ils vont te dire le contraire. J'espère ne pas en faire partie. Et quand je change d'avis, je l'explique parce que ça m'arrive également et je n'ai pas tout le temps raison, d'accord? Mais par contre, je suis fidèle à ma stratégie. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je m'engage et souvent, vous allez voir que quand je dis quelque chose, souvent, c'est pour une raison. Et quand je change d'avis, c'est parce que les éléments qui me disaient voilà la vie que tu dois avoir ou voilà la stratégie que tu dois mener, a changé, d'accord? Mais je ne vais pas changer d'avis un jour après. Je vais vous dire un truc et le lendemain, non. C'est parce que il y a des éléments dans ma stratégie qui ont changé. Mais par contre, vous allez voir des lettres boursières, ça fait 10 ans, ils vous répètent la même chose. Et ils s'en fichent parce qu'ils savent très bien que ça fait vendre. Donc, la seule manière de se protéger aujourd'hui, c'est de se former sérieusement. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je m'en fiche, mais formez-vous sérieusement si vous ne voulez pas être une marionnette. Si vous ne voulez pas dépendre de la vie, de trucs machin. Parce que c'est ça le plus dangereux. Donc, si vous avez kiffé cette vidéo, gros like, partagez et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!